Très bien. Donc, bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Merci à la PILI pour son invitation, à son président, qui est très actif. D'ailleurs, il a été toujours très actif. Vous le connaissez depuis les bancs de l'amphithéâtre. Et les profs un peu adoraient sa présence. Merci à la PILI pour son invitation. Donc, pour ce sujet d'actualité, donc pour parler de l'asthme en 2022, donc ça fait quelques jours, il n'y a eu pas beaucoup de publications, et puis le Covid a monopolisé toute la documentation. Les dernières publications, donc c'est le GINA un peu 2021, d'ailleurs qui est sorti avec beaucoup de retard et qui apporte beaucoup de nouveautés dans la prise en charge de l'asthme en général, de l'asthme de l'enfant. Alors, je ne sais pas comment ça passe là. Alors, donc je vais parler un peu des principes de la prise en charge, des molécules, de la stratégie d'évacuation, d'évaluation, et puis donc des autres volets thérapeutiques. Mais avant, donc, on va parler un peu rapidement donc, des mécanismes. Donc, l'asthme, on le définissait comme une maladie inflammatoire des bronches. Donc, actuellement, donc, je ne sais pas ce qui se passe là. Donc, on a mis en rôle la mise en jeu de beaucoup de cellules inflammatoires donc, dans cette inflammation. Cette inflammation qui est un peu le primo vince de l'affection. Donc, et puis, donc, on a montré qu'il y a beaucoup de médiateurs qui sont libérés. C'est une soupe de médiateurs qui est libérée et qui font qu'il y a un relargage de médiateurs qui aboutit à cette réaction inflammatoire. Et puis donc, la connaissance de ces médiateurs permet d'offrir une médecine un peu ciblée, appropriée, donc personnalisée. Les anti-L4, ils sont déjà commercialisés, les anti-IgE, les anti-L5, puis un peu pour le muscle, on parle un peu de thermoplastie chez l'adulte. Donc, on ne parle plus d'asthme, c'est un peu comme dans les anémies, mais l'asthme, c'est un syndrome. Et chaque malade a son asthme, donc on passe des phénotypes à l'endotype, donc il y a des bases moléculaires pour chaque type d'asthme, selon la prédominance des cellules inflammatoires et du type génétique. Donc il y a beaucoup de marqueurs qui ont été étudiés, l'éosinophile, l'IgE, la périostine, le dosage du NO exhalé. Donc on sort un peu de l'asthme en général. Donc, pour aboutir à une médecine un peu personnalisée, destinée à accorder donc un bon contrôle de l'asthme. Et c'est là un but de la prise en charge moderne, c'est d'avoir un bon asthme contrôlé et de permettre à l'enfant d'arriver à l'âge adulte avec des poumons sains, une bonne fonction respiratoire. Alors, une des choses qui ont changé dans les derniers GINA, c'est qu'on ne classe plus l'asthme comme sévère, léger ou modéré, mais c'est d'aboutir à d'évaluer le contrôle de l'asthme. On peut avoir un asthme qui est sévère, mais bien contrôlé. Donc, il y a deux domaines de contrôle de l'asthme. C'est le contrôle des symptômes. Donc, les items sont les symptômes diurnes, les symptômes nocturnes, la fréquence des réveils nocturnes, et puis le retentissement sur l'activité physique. Alors, mais l'élément nouveau, c'est qu'on essaie d'évaluer un peu les facteurs de risque d'exacerbation. Autrement dit, c'est comme pour l'hypertension artérielle. On peut avoir une hypertension contrôlée, mais on a des patients à risque, on a des facteurs de risque, la sédentarité, le stress. Donc, pour évaluer le contrôle de l'asthme, on voit le passé du patient et on voit un peu les facteurs de risque pour offrir un traitement adéquat à ce stade de la maladie. Donc voilà les facteurs de risque qu'il faut absolument connaître. Les symptômes non contrôlés, une contrôle-thérapie qui n'est pas administrée ou de façon inadéquate, une utilisation fréquente des bronchodilatateurs, et là ça devient très important, utiliser 3 flacons par an, c'est un risque de décès. Avoir une exploration qui est anormale, donc c'est dire la nécessité de toujours documenter le bien-être respiratoire par la mesure du souffle de l'enfant, sauf donc le fer a été un peu déconseillé en matière de Covid, on dira un mot tout à l'heure. L'hyperosinophilie, les comorbidités en particulier, le surpoids, la rhinite allergique
et puis des antécédents d'intubation dans les 12 derniers mois. Bien sûr, une surcharge thérapeutique qui expose à des effets secondaires intenses, donc il faut réduire au minimum. Donc voilà les items pour évaluer donc, le contrôle de l'asthme. Des symptômes durent plus de 2 fois par semaine, un réveil nocturne, une nécessité de bêta-2 à courte durée d'action plus de 2 fois par semaine, et puis un retentissement sur l'activité physique. Donc ainsi, en classe l'asthme bien contrôlé, partiellement contrôlé ou non contrôlé. Moi, je trouve que l'asthme doit être bien contrôlé ou mal contrôlé. Il faut qu'on exige un peu l'excellence en matière d'asthme. Alors, mais avoir un contrôle n'est pas suffisant, il faut toujours évaluer. Et donc, évaluer, ce n'est pas seulement la clinique, mais que ce soit documenté par la mesure du souffle de l'enfant, c'est-à-dire l'importance de l'exploration fonctionnelle respiratoire, chercher à lutter contre les comorbidités, et puis on va dire un petit mot de l'éducation thérapeutique et des paramètres, facteurs non pharmacologiques. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques que nous avons à notre disposition? Donc, le mérite revient à la corticothérapie inhalée d'avoir fait éviter énormément de décès dans l'asthme. Elle reste l'étalon d'or dans la prise en charge de l'asthme de l'enfant. S'il y a des enfants qui vivent aujourd'hui normalement, s'ils ont pu avoir une qualité de vie identique aux enfants du même âge, c'est grâce à la corticothérapie inhalée. Le retentissement sur la croissance, sur le métabolisme osseux, sur la taille a été beaucoup étudié dans la littérature. Toutes les études montrent qu'à des doses modérées, les études sont rassurantes. On peut certes avoir un petit retentissement au début, mais la taille définitive est rattrapée et elle est conforme un peu aux enfants du même âge. En tout cas, on préfère un petit enfant ayant 1 cm de moins qu'un enfant qui a un asthme non contrôlé. Donc ce qu'il faut, c'est toujours rechercher la dose minimale efficace pour avoir un bon contrôle. Et puis l'usage de la chambre d'inhalation réduit énormément les effets secondaires. Donc le deuxième, les doses, donc, il n'y a pas de doses qui ont été établies de façon vraiment très intellectuelle. C'est des doses un peu arbitraires en fonction de la molécule. Le beclométasone, le fluticasone, le bédonazole nébulisé. L'essentiel, c'est d'avoir la dose minimale efficace. Et dès qu'on a un palier et on a un bon contrôle, on essaie de revenir au palier inférieur. Alors donc, les associations donc, bronchodilatateurs, longue durée d'action et corticoïdes inhalés, c'est des armes thérapeutiques. On va voir un peu tout à l'heure les modifications qui se sont faites dans les derniers GINA. Là, soit le fluticasone, le salmétérol, vous connaissez les formes, ou l'association bédonazide-formoterol. Le formoterol, son avantage, c'est qu'il a une rapidité d'action et il va être ainsi utilisé dans une stratégie qu'on appelle le MART, Maintenance and Relief thérapeutique, c'est-à-dire utilisé à la fois pour le contrôle des symptômes et pour le traitement de fond. Donc ça, c'était une stratégie qui a été adoptée, proposée déjà par le GINA depuis 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est très important. On va beaucoup parler dans la stratégie de cette stratégie MART. Alors, les antilucotriennes, donc, ils ont été un peu proposés. L'efficacité est démontrée, mais elle est de loin inférieure à la corticothérapie inhalée. Les effets secondaires, ils sont bien documentés, que ce soit hépatique, avec augmentation des enzymes hépatiques, des céphalées, des douleurs abdominales, et puis des troubles du comportement qui sont bien documentés, que ce soit des cauchemars, du somnambulisme, de l'irritabilité, des convulsions, de l'énorrhésie, des fourmillements, et à tel point que la FDA, en 2020, a émis des recommandations de mise en garde et d'accélérer la pharmacovigilance pour ces thérapeutiques. Alors, donc, les antigéleux, l'omalizumab qui est commercialisé au Maroc, donc, il vient de rentrer dans le marché marocain il y a quelques mois. Il peut être une alternative quand les ressources thérapeutiques sont dépassées pour des asthmes très sévères. Là également, quelques effets secondaires, troubles généraux, infections respiratoires, thoraciques, de l'anaphylaxie. Son administration nécessite quelques règles, une surveillance. Donc, c'est une alternative qui peut être proposée parfois dans des asthmes très difficiles ou incontrôlables quand il y a un phénotype TH2 prédominant avec une hyperosinophile
ou un test cutané positif. On va en reparler tout à l'heure. Alors, donc ça, c'est les moyens que nous avons. Quelle stratégie on va adopter? Alors là, c'est très important, un peu les éléments qui ressortent du dernier GINA, c'est qu'il a été remarqué que les adultes ou les enfants à du SABA c'est Short Action Beta 2 agonistes, les bêta 2, les bêta 2 agonistes à courte durée d'action, il a été démontré que laisser les personnes, les asthmatiques, seules avec les SABA est un risque important. Parce qu'il a été démontré que ces asthmes qu'on qualifie de légers, c'est là où on a à peu près 30% de mortalité dans ce groupe. Et il a été démontré qu'on a également 15% de ce qu'on appelle near fatal asthma, c'est des rescapés de la mort, et 15% qui ont des exacerbations d'asthme sévère. Parce que finalement, tout le monde se relâche, les médecins se relâchent, les parents se relâchent, et il suffit d'une exposition allergénique massive, d'une virose importante, et un drame peut arriver. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'asthme léger. Donc de là, il a été proposé deux pistes un peu. C'est la piste 1, où de démarrer par la stratégie MART, maintenance libre thérapeutique, c'est-à-dire chaque fois que le malade il est gêné, on propose pour le step 1 un bronchodilatateur associé à une corticothérapie inhalée, ou bien dans la piste 2, le track 2, donc c'est chaque fois qu'on utilise le SABA, c'est-à-dire le bêta-agoniste à durée d'action, on utilise avec de la corticothérapie inhalée. Je crois que ça, c'est une recommandation importante, que ce soit pour les adolescents ou les adultes. Donc de là, dans le step 1, donc as needed, de low dose de corticothérapie plus formoterol. Et puis la piste 2, c'est chaque fois qu'on utilise la corticothérapie inhalée, chaque fois qu'on utilise les bêta-2 agonistes, on utilise avec la corticothérapie inhalée. Alors après, c'est une affaire un peu d'école. Donc, si on est dans la piste 1 et le malade n'est pas contrôlé, on passe au step 1 et 2, puis 3. Donc, chaque fois, on double la dose de corticothérapie inhalée. On peut ajouter un deuxième contrôleur. Et puis, dans le dernier stade, où on ressort toute la batterie thérapeutique. Donc, voilà. Donc, la piste 2, voilà, chaque fois qu'on utilise la corticothérapie, le SABA, on utilise la corticothérapie avec. On peut utiliser donc des faibles doses de corticothérapie inhalée dans cette piste 2, sinon donc une association. Donc là, on parle un petit peu des antileucotriènes comme troisième volet, mais avec les précautions qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les adolescents et pour les adultes. Alors, voilà, donc la stratégie, une fois qu'on confirme le diagnostic, commencer par cette piste thérapeutique, puis essayer de proposer le schéma adapté un peu aux données du malade. Alors, qu'en est-il pour les enfants de 6 à 11 ans? Alors, voilà, c'est un élément qui est très nouveau dans le GINA 2021. On a intégré un peu l'enfant dans cette stratégie thérapeutique. Donc, dans le step 1, chaque fois que les bêta-2 agonistes sont pris, il faut absolument prendre la corticothérapie avec. Puis donc on essaie par la suite de doubler la dose de corticothérapie si c'est nécessaire. Sinon, donc, on propose la stratégie MART, qui est donc le maintenance libre thérapie pour le formoterol avec de faibles doses. Si ça ne marche pas, on double la dose et on augmente. Mais avant de passer d'un step à un autre, il faut chercher vraiment, est-ce que c'est un vrai asthme? Est-ce que les comorbidités ont été corrigées? Est-ce que le contrôle de l'environnement est adéquat? Est-ce que les thérapeutiques sont bien pris? Et je rappelle que la technique d'inhalation reste la première cause de l'asthme sévère dans notre pays. Alors, donc pour les enfants de moins de 6 ans, donc on propose une corticothérapie inhalée à faible dose, puis on double la dose de corticothérapie inhalée, puis sinon ce qu'ils écrivent, c'est référer un spécialiste après, donc si ça ne marche pas, on peut proposer l'antileucotriène avec tous les inconvénients qu'on a dit.
Mais l'important, c'est toujours contrôler la technique d'inhalation. Je rappelle que la première cause de l'asthme sévère dans notre pays reste le système d'inhalation qui est mal utilisé. Je dis que dans notre service, c'est la première cause d'hospitalisation. On oublie, au bout de 3 mois, 50% des enfants oublient ce qui a été enseigné. Les nébuliseurs, il a été conseillé de les éviter un peu durant cette période de Covid. Alors, que faire après un asthme contrôlé? Donc, c'est essayer de réduire la dose au minimum efficace. Parce qu'il a été démontré que les enfants sont surtraités, ce qui augmente les effets secondaires, ce qui augmente le coût, comme l'illustre un peu cette étude, qui montre que les enfants qui étaient à des doses un peu élevées, on a réduit la dose et on a gardé le même contrôle de la maladie. Donc, on cherche toujours la dose minimale efficace. Encore faut-il choisir la bonne période pour réduire. Il faut un minimum de stabilité. Il faudrait qu'il y ait une confirmation par une EFR que l'enfant va bien et qu'il n'y a pas de facteur de risque d'exacerbation, comme on a dit tout à l'heure. Donc, pour un malade à risque, il faudrait vraiment que la nébulisation soit très, très prudente. Il faut choisir donc un moment approprié, pas une virose, pas une rentrée scolaire, pas une période de pollinisation. Et puis, donc, on fait le schéma inverse de ce qu'on a fait. On réduit les doses donc, si c'est une formule combinée par 50%, si c'est forte dose de corticoïdes par 50%, pour arriver à la dose minimale efficace pour avoir un bon contrôle de la maladie. Alors, une notion qui est également nouvelle, c'est que, on le faisait il y a quelques années, on faisait une fenêtre thérapeutique durant l'été. Il a été démontré, et c'est surtout des études qui sont parties de l'adulte, que les gens chez qui le traitement a été arrêté passent un automne et un hiver horribles par rapport à ceux chez qui le traitement n'a pas été démontré. Et beaucoup d'auteurs maintenant encouragent la poursuite d'un traitement à dose très très faible pour mettre un peu l'enfant à l'abri d'exacerbations qui peuvent survenir durant la période estivale. Et on voit que les pics de pollution, les allergies aux moisissures peuvent favoriser un petit peu des exacerbations estivales. Donc le summer break, ça ne marche pas et les fenêtres thérapeutiques ne marchent plus. Alors les autres volets thérapeutiques parlaient, donc un petit mot de l'immunothérapie spécifique. On va dire un peu qu'il y a une page sur 200 pages dans le GINA. Il n'y a pas de comparaison entre vraiment la pharmacothérapie et l'immunothérapie spécifique. Il a été proposé en cas de rhinite allergique, si c'est bien documenté, pour les allergènes aux acariens, une sensibilisation aux acariens et au pollen. Pour les moisissures, ça ne marche pas. Quelques études qui montrent vraiment une diminution de l'efficacité. Je le dis, les produits ont été arrêtés ou n'ont pas été commercialisés pendant 4 ans. Aucune personne n'est décédée parce qu'il a arrêté l'immunothérapie, mais il y a beaucoup de personnes, d'enfants, qui sont décédés parce qu'ils ont arrêté la corticothérapie inhalée. Le contrôle de l'environnement, c'est fondamental, quoique là, on revient également un peu sur ces paramètres, mais pour l'instant, donc, toujours préconiser la lutte contre les facteurs de l'environnement, donc ça c'est très important, y compris un peu le tabagisme passif. Et puis donc, des volets thérapeutiques également très importants, c'est la lutte contre le surpoids. Maigrir, ça fait partie du traitement, une activité physique régulière, et puis le tabagisme passif et la prévention des infections antigrippales, anti-Covid. C'est ce qui nous ramène à dire un petit mot du Covid. Donc, on a beaucoup paniqué lors de la survenue pour les asthmatiques, mais il a été démontré que les enfants asthmatiques, par quel miracle divin, ont été protégés. Est-ce que la corticothérapie inhalée est protégée? Est-ce qu'il y a un problème de récepteurs? On ne sait pas. En tout cas, donc, la mortalité n'a pas été très documentée chez ces enfants. Il fallait juste encourager les enfants à prendre leur traitement et éviter les nébulisations chez les enfants qui sont du Covid, parce que ça permet de dispatcher les particules au niveau pour les autres enfants. Il faut encourager la vaccination chez les enfants qui ont de l'asthme. Ça, c'est une recommandation. Amine était un peu contre au début, mais je crois qu'à la fin, il a changé d'opinion. Même pour le vaccin du Covid, donc, ce qui nous amène à parler tout ça de ce volet préventif de l'éducation thérapeutique, qui constitue un volet majeur dans la prise en charge, comme dans toute maladie chronique. Il est important donc
que l'enfant participe à la gestion de sa maladie. L'éducation thérapeutique, ça fait partie de la prise en charge. Il est important que l'enfant participe à la collaboration dans la prise en charge. Parce que vous voyez le malade 4 fois dans l'année, chaque fois ça dure une demi-heure, mais 365 jours, 22 heures, il est obligé de cohabiter avec sa maladie, vivre à sa maladie, la connaître. Il faut qu'il ait un plan par écrit à adopter en cas d'exacerbation. Ça, c'est très important. Il y a des enfants qui sont décédés parce qu'ils n'avaient pas de corticothérapie avec eux. Et pour conclure, donc, je dirais juste conclusion, donc, une observation. Un enfant qu'on a reçu le mois d'août, c'était la veille d'une fête, et il fait une exacerbation. Alors, la maman donc, a confondu le rouge et la bleue. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend du Flexotide et passe la journée à donner de la fluticasone. L'enfant arrive dans un drame respiratoire aux urgences. La suite, elle est tragique. L'enfant, il décède juste. Cet enfant décède juste parce que la maman a confondu deux couleurs, le bleu, la bleue et le rouge. Donc, voilà. Et également, donc, une petite observation d'une petite Jihan. Elle s'appelait Jihan, elle avait un asthme contrôlé, incontrôlé. Elle part vers un frère. Celui-ci, muni de tout son aura, lui explique que l'asthme n'est pas une maladie inflammatoire, mais c'est un asthme, c'est un châtiment divin, parce qu'elle a osé appeler sa fille Jihan, qui est un prénom à connotation juive. La maman qui était enseignante a commencé à accomplir toutes les formalités administratives pour changer le prénom de sa fille, mais la sévérité de la maladie n'a pas changé. Donc, ces observations montrent qu'il y a une véritable crise d'asthme au Maroc. Je vous remercie. Merci, professeur Mhalaoui. Bon, je n'ai jamais été